Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. C'est la première vidéo de la classe inversée sur la tectonique des plaques, qui est la première partie du cours sur les continents et les fonds océaniques. La théorie de la tectonique des plaques, c'est une théorie dont à peu près tout le monde a entendu parler, et parfois sans vraiment savoir exactement ce qu'il y a derrière. Donc c'est l'objectif de ces 3 vidéos, d'avoir tout ce qu'il faut pour avoir bien compris ce qu'est la tectonique des plaques. Alors, d'où est-ce que ça vient, ce genre de choses-là? Ça vient de grands questionnements qu'ont eu les scientifiques, les géologues, depuis presque des siècles, on va dire. Une des premières grandes questions qu'on peut se poser, donc là on a une carte moderne, même si on va faire toute l'histoire un peu temporelle après. Vous avez une carte moderne ici des élévations à la surface du globe. Donc, ce que vous voyez par exemple ici, là c'est l'Himalaya, donc les hautes élévations. Puis quand vous êtes dans ces zones-là, vous êtes très profond dans l'océan. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? La question que se posaient les géologues, c'est pourquoi on a les continents qui sont tous à peu près à 800 mètres d'altitude en moyenne, et pourquoi dès qu'on va dans les océans, on est tout de suite à plusieurs milliers de mètres de profondeur en moyenne. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette répartition si bimodale, si disparate des continents et des océans? Première chose, expliquer les différences d'élévation. Deuxième chose, pareil, ça c'est une carte moderne, même si elle n'est pas hyper précise pour les géologues. C'est ici vous avez une carte en fait des âges des roches. Et si on compare les âges qu'il y a dans des roches qui sont dans les océans, c'est des âges que vous avez surtout dans cette partie-là, vous voyez, qui ont en gros moins de 200 millions d'années. Et que si vous comparez à l'âge des roches que vous trouvez sur les continents, par exemple le continent sud-américain, l'Afrique, voilà, ou même l'Europe, vous avez des roches qui ont plutôt entre 200, 500 et 3 milliards, presque 4 milliards d'années. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on a des continents élevés en altitude qui contiennent des roches qui sont très vieilles et en profondeur des océans qui ont des roches très jeunes, alors que tout ça c'est à côté? Comment on explique ça? Quels sont les processus à l'origine de ces choses-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était les grandes questions des géologues qui ont perduré, on peut même dire que ça perdure encore, mais on va dire qu'ils ont perduré jusqu'aux années 60 et qui étaient les motivations en fait de développement de la tectonique des plaques. Alors dans la science moderne, on va démarrer les considérations de la tectonique des plaques, le démarrage un peu des idées qui vont arriver jusque-là, parce que vous allez voir, la théorie de la tectonique des plaques, c'est une théorie qui arrive uniquement à la fin des années 60, et elle se base sur des développements qui ont été faits avant, avec d'autres hypothèses, d'autres modèles, etc., avant de se synthétiser dans les années 60, fin des années 60, sur la tectonique des plaques. Donc les premières idées en fait, qui sont importantes dans le développement de la tectonique des plaques, c'est l'hypothèse, et plus tard le modèle de la dérive des continents. Alors pourquoi je vous mets un bateau et le Titanic ici? Parce qu'en fait, c'est pour vous donner un repère temporel. Les premières propositions vraiment avancées sur la dérive des continents, qui sont faites par un scientifique qui s'appelle Alfred Wegener à l'époque, qui est un climatologue européen. C'est à peu près la même date que le Titanic, aux alentours de 1915, entre 1915 et 1930. Lui-même, il va mourir en fait, je crois que c'est au Groenland, dans une expédition. Et n'aura aucun écho, ne saura pas que ces propositions finalement sont globalement assez acceptées. En partie, on verra pourquoi. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien en général, je ne vais pas forcément détailler à fond, mais donc Alfred Wegener, c'est la personne que vous voyez en photo juste ici, là, se base en fait sur plusieurs observations géologiques et morphologiques pour dire que un jour, dans le passé, il y a eu un continent en fait unique, qu'il appelait lui-même Pangée, qui s'est disloqué en les continents qu'on avait aujourd'hui, et donc il y avait des mouvements latéraux des continents. Donc il y a 4 grands types d'indices qui sont symbolisés ici par ces petits dessins. Donc les premiers, c'est les indices qu'on appelle morphologiques, hein. C'est les continents qui s'emboîtent bien, on va en reparler. Vous avez des indices paléontologiques, des indices qui sont climatologiques, la répartition des glaciers, c'est pour ça que j'ai des petits glaçons, et puis des indices qui sont géologiques, qui sont propres aux déformations des roches et aux propriétés des roches. Donc ça, il faut bien connaître ces choses-là, mais en général, vous les avez déjà vus, c'est pour ça que je passe relativement rapidement. Les indices morphologiques, ben voilà, quand on regarde les continents, on peut avoir rapidement l'impression qu'ils s'emboîtent bien.
Ça, c'est même des choses qui datent avant Wegener, qui ont été proposées. Là, ce que vous avez ici, en fait, c'est carrément plus tard une reconstitution d'une position optimale des continents qui est faite par des scientifiques avec des méthodes de minimisation d'erreurs, donc des méthodes géométriques. Donc, ce que vous voyez, c'est ce puzzle reconstitué, sauf que quand il y a du blanc ici, là, par exemple, c'est que vous avez des trous dans le puzzle, et lorsque vous avez du noir, c'est que vous avez deux pièces du puzzle qui se chevauchent. Donc, ça marche, mais ce n'est pas non plus total. Et pour que ça fonctionne, il faut bien prendre dans cette reconstitution ce qu'on appelle le plateau continental. Voilà, on le voit bien ici. Il y a une partie du continent qui est sous l'eau, et avant d'arriver dans des fonds marins qui sont très profonds. Donc il faut prendre ce genre il faut prendre en considération la morphologie du plateau continental en entier pour que l'assemblage se fasse du mieux possible. Et encore une fois, ce n'est pas tout à fait parfait. On pourra en discuter en cours de la classe inversée. Deuxième argument, c'est la répartition des fossiles. On remarque qu'en assemblant les continents d'une certaine manière, des faunes qui sont présentes sur des continents séparés vont se retrouver en fait connectées d'un continent à l'autre. Le plus connu, c'est le fossile de Glossopteris, là, donc qui est une plante qu'on retrouve sur l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Australie, voilà, on le retrouve un peu partout. Et en fait, ces êtres vivants, pour Wegener, ils habitent forcément dans des endroits qui seront sous des climats relativement similaires. Pour qu'ils puissent passer d'un continent à l'autre, il ne faut pas que ce soit trop loin. Donc voilà, il propose qu'il y a un supercontinent qu'il appelle Pangée, qui permet en fait à ces faunes d'être dans des endroits pas très éloignés et sous des latitudes à peu près similaires. Ça, c'est l'argument paléontologique. Ensuite, vous avez l'argument géologique. Je vais finir par l'argument climatologique. L'argument géologique, c'est que en fait, si vous, encore une fois, si vous refaites le puzzle, vous remarquez que vous avez des déformations en fait qui sont présentes ici là vous voyez des chaînes de montagnes relativement jeunes que vous retrouvez en fait en connexion à travers plusieurs continents et même certaines qui sont notamment plus vieilles. Par exemple, on va trouver des connexions entre l'Appalache et même le centre de l'Europe, entre des parties au nord de l'Europe et Groenland et Amérique, par exemple. On retrouve des mêmes âges et mêmes genres de déformations. Ce qu'on va retrouver aussi, c'est par exemple, ici, vous avez le même genre de choses qui est en orange. C'est ce qu'on appelle les cratons, c'est-à-dire des zones continentales qui sont stabilisées depuis très longtemps et qui ont un âge supérieur à 2,5 milliards d'années. Et ce que vous avez dans les petits tirets en fait, Bordeaux, c'est des déformations qui ont eu lieu de manière postérieure, qui sont relativement récentes. Ça veut dire qu'en gros, elles ont moins de 400 millions d'années. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, ce petit bout-là de craton, eh bien, il appartient, il a la même caractéristique que celui qui est là. Ce petit morceau-là de craton, il a les mêmes caractéristiques que celui qui est là. On peut remarquer aussi qu'il y a des déformations qui peuvent être connectées en fait, entre les continents, c'est-à-dire qu'on a les mêmes âges et les mêmes genres de roches. Donc du coup, on a des arguments ici qui sont géologiques, faire coïncider des roches d'âge à peu près similaires et des déformations qui sont à peu près similaires de part et d'autre des continents. Le dernier argument en fait, de Wegener pour dire qu'il y avait un continent formé qui s'appelle la Pangée il y a très longtemps, c'est un argument climatique et là c'est sa propre discipline. Donc en fait il s'est plongé dans les archives, on va dire, sur les roches qui enregistrent le climat passé, notamment les anciennes traces glaciaires. Et il se trouve qu'à peu près au même âge, on retrouve des traces glaciaires sur des continents aussi éloignés aujourd'hui que sont l'Amérique du Sud, l'Inde, ou l'Australie ou l'Afrique. Voilà. Et en plus de ça, on a des indices de l'écoulement de ces glaciers, c'est-à-dire ces petites flèches que vous voyez là, ce sont les indices d'écoulement qui sont prélevés sur place. Et donc si on reconnecte en fait tous ces continents, on peut constituer une grande zone de glaciers qui se trouve au sud du continent, avec des directions d'écoulement qui sont relativement cohérentes, alors que si vous séparez les continents, vous demandez pourquoi vous avez des glaciers en Inde,
et en Amérique du Sud, qui sont séparés comme ça, et des directions d'écoulement en fait qui n'ont rien à voir avec un écoulement traditionnel d'un glacier qui s'écoule de son centre, en gros, vers la périphérie. Voilà. Donc là, vous avez les 4 arguments de Wegener qui sont souvent discutés. Et ces 4 arguments lui amènent à proposer une hypothèse qui est celle de l'existence dans le passé d'une Pangée qui s'est disloquée. Et donc les continents auraient dérivé. Alors cette hypothèse, il la présente dans des congrès scientifiques. Et il la présente, mais il fait face en fait à une communauté scientifique qui a déjà un modèle pour expliquer les variations d'élévation, notamment entre continents et océans. Modèle qu'on va appeler ici, qui sont appelés fixistes, défendus par des grands scientifiques. Là, vous avez par exemple Sir Harold Jeffreys. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, la physique, par exemple, était déjà très développée. La radioactivité des découvertes. Voilà, on a déjà au début du XXe siècle des choses très quantitatives, très élaborées. La physique moderne est déjà quasiment tout en place. Donc vous avez des scientifiques qui ont un modèle sur lequel ils font un travail assez en profondeur. Ce modèle fixiste, c'est qu'en fait la Terre serait soit en contraction, soit en expansion, du fait qu'elle se refroidisse ou qu'elle se réchauffe. Et donc en se contractant, eh bien, ça va faire comme une pomme qui va flétrir un peu. On va déformer sa surface parce que la surface change de taille. Et donc vous allez avoir des blocs qui vont monter et d'autres qui vont descendre pour déformer la surface qui se contracte. Et donc du coup, l'idée c'est que, enfin on en reparle en cours, je pense un peu en classe, c'est que vous avez les espèces qui pouvaient passer avant, qui ne peuvent plus passer maintenant, etc., etc. Lui, Wegener, il se retrouve en fait avec une explication mobiliste, c'est-à-dire que pour lui, les continents dérivent à la surface. Alors ça, c'est qu'une hypothèse. Alors une hypothèse, c'est pas grand-chose, c'est comme une théorie du complot. En fait, c'est pas une théorie du complot, c'est une hypothèse en général. On voit des choses, on propose une hypothèse, et il y a souvent très peu de manières de vérifier cette hypothèse grâce à des observations indépendantes de celles qui ont été utilisées pour construire l'hypothèse. Voire il est difficile de faire des prédictions et de les vérifier ensuite de manière indépendante. Les physiciens de l'époque le font de manière habituelle, c'est leur boulot, et Wegener se retrouve à devoir rajouter à l'hypothèse des prédictions, des choses qui vont permettre des prédictions en tout cas, qui vont faire en sorte qu'on est censé pouvoir tester son explication mobiliste par rapport à cette explication qui est fixiste. Alors le problème, c'est que ce qu'il va dire, c'est que les continents dérivent en ouvrant en fait des grandes failles devant eux, un peu comme des brise-glaces, et ces failles se refermeraient derrière dans les roches. Deuxième chose, il va proposer en fait que les forces qui font bouger les continents, parce que c'est la grande question à l'époque, ces forces en fait viennent des questions de symétrie, de sphéricité de la Terre, qui est donc pas sphérique, et qui a aussi pour des questions de marée, enfin des questions en fait de forme de la Terre globalement, qui font que les continents bougent pour que cette forme devienne en gros plus équilibrée, quoi. Et ces arguments-là, les scientifiques de l'époque, ils sont assez puissants en calcul, etc., pour vérifier, pour calculer, pour voir que c'est pas possible avec ces forces d'ouvrir des failles devant les continents et de les refermer, etc. Donc en fait, en gros, Wegener, même s'il a une hypothèse de base pertinente, la manière dont il envisage les prédictions et le moteur qui transforme son hypothèse en modèle fait que sa théorie, quelque part, est complètement conspuée et donc ne sera pas vraiment utilisée par les géologues de l'époque. Et pourtant, ces mouvements latéraux, on était déjà au courant qu'il y avait des mouvements latéraux. Les géologues, peut-être pas forcément tous les physiciens, mais en tout cas les géologues le savaient. Vous avez ici des coupes géologiques faites, vous voyez, au Tibet, enfin, en différents endroits, par des géologues déjà à cette époque-là. Et ce qu'ils décrivaient, en fait, ces géologues, ils décrivaient des grands mouvements latéraux. Ce que vous avez ici, par exemple, vous avez l'Inde qui est là, vous avez donc la Chine qui est là, Chine-Pakistan qui est là, et vous avez un bloc qui passe sur l'autre. Donc vous avez ce qu'on appelle des grands chevauchements. Et ces chevauchements qu'on retrouve sur toutes les failles, sur toutes les zones de montagne, depuis l'Himalaya vers les Alpes, ces grands chevauchements, ils sont sur des très grandes distances. Donc il fallait des mouvements en fait latéraux qui étaient déjà très grands
Et un certain nombre de géologues l'avaient déjà identifié dans les structures tectoniques, dans les structures géologiques des chaînes de montagnes. Donc certaines personnes sont quand même intéressées à l'hypothèse de dérive des continents, même si le modèle des forces de Wegener, à l'origine de cette dérive des continents, était faux, quoi. Alors du coup, vous avez un chercheur qui s'appelait Arthur Holmes, un Écossais, qui en 1929-1930 propose en fait qu'il y a des mouvements à l'intérieur du manteau terrestre de convection qui existent en fait parce qu'on a découvert qu'il y avait de la radioactivité dans les roches, donc ça fait beaucoup de chaleur produite à l'intérieur du globe, hein. Si vous prenez un caillou, ça ne va pas vous chauffer la main, mais la quantité de chaleur produite par la grande masse des cailloux du manteau terrestre produisent une chaleur qu'il faut échapper. Et en fait, ce manteau serait en mouvement et permettrait donc du coup de tirer, de pousser en fait dans les zones de divergence par exemple. Il propose qu'on ait des volcans et dans les zones de convergence, il propose qu'on ait des fosses avec des roches qui retournent dans le manteau terrestre. Il propose qu'il y ait des roches qu'on appelle les éclogites, dont on parlait dans la chaîne de montagne, déjà à l'époque. Donc lui, il propose en fait des forces qui sont différentes de celles de Wegener pour expliquer quand même une dérive des continents. Et on verra que si on fait l'étude en profondeur, que sa proposition en fait elle était visionnaire. Voilà, donc l'idée qu'il y ait une convection dans le manteau terrestre, même si pour lui, si on est dans le détail, on verrait que c'est très différent de ce qu'on pense maintenant. Cette idée de convection du manteau terrestre existait bien avant la théorie de la tectonique des plaques. Alors, il faut attendre les années 50, après la guerre, en fait, pour avoir des scientifiques comme Stanley Runcorn, que vous avez ici, pour vraiment démontrer de manière indépendante qu'il y a une dérive des continents à la surface du globe. Comment ils y sont pris? En fait, ils ont utilisé ce qu'on appelle, c'est pour ça que j'ai mis une petite boussole ici, le paléomagnétisme des roches continentales. En fait, vous avez des roches, notamment les roches magmatiques. Je vais prendre juste cet exemple, hein, pour pareil, vous avez un cours général, on ne va pas dans les détails. Les roches magmatiques, lorsqu'elles refroidissent, elles vont cristalliser, et ensuite elles vont continuer encore à refroidir, et lorsqu'elles auront atteint une température suffisamment faible, genre 500 degrés, alors il y a des minéraux qui vont s'aimanter, qui vont développer des domaines magnétiques, et donc qui vont enregistrer le champ magnétique de l'époque. Donc l'orientation, même l'intensité d'une certaine manière, et tout ça. Donc vous avez en fait, à l'intérieur de ces roches qui ont été formées par magmatisme, lorsqu'elles ont cristallisé et que se sont refroidies, vous enregistrez en fait une espèce de champ magnétique fossile. Donc vous pouvez ensuite aller un peu partout dans le globe, chercher des roches de plein d'âges, à plein d'endroits, et puis essayer de reconstituer la structure du champ magnétique terrestre à l'époque. C'est ce qui est fait, et on la compare en fait à une structure modèle du champ magnétique. Cette structure modèle, c'est cette structure que vous avez ici, qui est une structure qu'on appelle dipolaire. On fait l'hypothèse que le champ magnétique de la Terre, c'est un dipôle parfait, ce qui n'est pas tout à fait le cas, comme vous avez là. Et on fait aussi l'hypothèse que ce dipôle est centré sur l'axe de rotation de la Terre. On a des arguments dont on discutera en fait dans un des cours qu'on fait. Voilà. Et donc on a une structure qui est connue du champ magnétique. Quand on a une structure qui est connue du champ magnétique, ce qu'on sait, c'est que la tangente de l'inclinaison du champ magnétique, elle dépend en fait de la cotangente de la colatitude, mais en tout cas la position en fait en latitude de l'endroit où en fait on mesure le champ magnétique. Donc en gros, si vous avez un aimant fossile, il a enregistré l'inclinaison du champ magnétique là où il s'est formé. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? S'il a enregistré l'inclinaison, ça veut dire qu'il a enregistré en grande partie la position de où est-ce qu'était la roche à l'époque. Alors ce qu'on peut faire comme ça, c'est qu'on peut essayer de voir, ici vous avez deux images, on peut essayer de reconstituer, à partir de roches qui étaient sur le continent eurasien et le continent nord-américain, de reconstituer la position du pôle magnétique virtuel, hein, vers où pointaient les roches à l'époque. Donc voilà, aujourd'hui, tout va bien, et des roches qui sont formées aujourd'hui pointent vers le même pôle nord. Par contre, si on prend des roches qui ont 200 millions d'années, par exemple, les roches de l'Europe, leur champ magnétique, il donnerait, quand on les mesure, et que ces roches qui ont 200 millions d'années, pointeraient vers un pôle nord qui serait là. Par contre, pour les roches qui seraient
de l'Amérique du Nord, elle pointerait vers un pôle magnétique qui serait à peu près ici. Comme on fait l'hypothèse qu'il n'y avait qu'un seul pôle nord, alors pour expliquer cette différence entre vers où pointaient les roches de 200 millions d'années, j'espère que vous me suivez, eh bien le seul moyen de faire coïncider ces deux pôles nord, c'est que les continents aient bougé depuis. Donc si vous reconstituez il y a 200 millions d'années la Pangée, eh bien vous vous retrouvez en fait avec, alors c'est le deuxième ou troisième point, ouais c'est ça, vous vous retrouvez avec des pôles nord qui coïncident bien au même endroit. Voilà. Donc on a enregistré quelle était la position relative entre notre roche et le pôle nord. Et il faut qu'il n'y ait qu'un seul pôle nord à l'époque. Donc on fait coïncider les pôles nord, et puis on fait bouger les continents comme ça. Donc en fait, le péléomagnétisme ici permet de montrer qu'il y a eu un mouvement en fait, relatif des continents pour expliquer la position des pôles fossiles enregistrés dans les roches continentales. On va maintenant passer à la deuxième vidéo.